L'idée qu'on pourrait vivre dans une simulation, ça a longtemps été un truc de science-fiction, non? Mais aujourd'hui, c'est devenu un sujet de débat académique super sérieux. La question, c'est est-ce que c'est juste une expérience de pensée, une sorte de jeu intellectuel, ou est-ce qu'on peut vraiment savoir? Allez, on plonge dedans pour voir comment les physiciens essaient de répondre à l'une des questions les plus dingues qui soient. Voilà, c'est la grande question. Imaginez un instant, notre univers, tout ce qu'on connaît, les lois de la physique, les étoiles, les galaxies, tout ça nous serait en fait qu'un programme qui tournerait sur un ordinateur cosmique gigantesque. C'est une idée qui donne le vertige, c'est sûr, mais elle vaut vraiment le coup d'être explorée. Alors, voilà le programme. On va commencer côté philo, avec l'argument qui a mis le feu aux poudres. Juste après, on verra une objection assez maligne qui vient du langage lui-même. Et puis, on bascule dans le dur, la physique. On va chercher des preuves, un peu comme des pixels cosmiques, des bugs dans le code, et même une sorte de limite de vitesse ultime pour l'univers. Et à la fin, bien sûr, on essaiera de voir où tout ça nous mène. Et oui, tout a commencé non pas dans un labo de physique, mais dans la tête d'un philosophe. C'est vraiment là que l'idée est passée d'un simple concept un peu fou à un véritable argument logique bien structuré. Il s'agit de l'argument de Nick Bostrom, qui date de 2003. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bostrom ne dit pas « on est dans une simulation ». Non, ce qu'il propose, c'est un trilemme. C'est une situation où on a trois possibilités et la logique pure nous dit que l'une des trois est forcément vraie. Et c'est là que ça devient fascinant. C'est la logique derrière. Option 1. L'humanité s'éteint avant de devenir assez balèze pour créer ses propres univers simulés. C'est possible. Option 2. On devient assez puissant, mais on décide de ne pas le faire. Peut-être pour des raisons éthiques ou juste parce que ça ne nous intéresse pas. Maintenant, si ces deux premières options sont fausses, eh bien l'option 3 devient quasi inévitable. Pensez-y. S'il est possible de créer des simulations et qu'on le fait, alors il en aurait des milliards de milliards. Du coup, statistiquement, il serait bien plus probable qu'on soit dans une de ces simulations plutôt que dans la toute première réalité, la réalité de base. Ok, mais avant de se lancer à la recherche de preuves physiques, il y a un autre philosophe qui a jeté un pavé dans la mare. Et si Et si le langage lui-même nous empêchait de poser la question correctement? L'idée, qui vient d'Hilary Putnam, est assez géniale. Il dit en gros, pour que le mot cerveau veuille dire ce qu'il veut dire, il faut qu'il soit connecté à un vrai cerveau physique. Si on était juste un cerveau flottant dans une cuve branché à un superordinateur, nos mots comme cerveau ou cuve ne se référeraient qu'à des signaux électriques, pas aux objets réels. Du coup, si ce cerveau dans la cuve pense « je suis un cerveau dans une cuve », sa phrase est soit fausse, soit elle n'a aucun sens. C'est un vrai casse-tête, un paradoxe linguistique. Bon, laissons les casse-têtes linguistiques de côté pour un moment. La question qui se pose maintenant, c'est comment on sort de la philosophie pure pour entrer dans le domaine de la physique expérimentale. En gros, comment on teste une idée aussi dingue. Et cette citation résume parfaitement ce changement de mentalité. Les physiciens ont dit « Ok, les expériences de pensée, c'est bien joli, mais nous, on veut du concret. » Si notre univers est une simulation, il doit bien y avoir des traces, des artefacts laissés par la machine qui le fait tourner. Et ces traces, on devrait pouvoir les trouver. Voilà l'hypothèse de base des physiciens. Un peu comme une image sur un écran d'ordinateur qui est faite de pixels, un univers simulé ne serait pas parfaitement continu, infiniment lisse. Non. Si on pouvait zoomer à une échelle incroyablement petite, on finirait par voir la trame, la grille sur laquelle notre réalité est calculée. L'espace-temps serait discret, fait de petits morceaux et non continu. Et comme n'importe quel programme informatique, surtout si c'est une V1, une simulation pourrait avoir des bugs. Ou, pour utiliser un terme plus scientifique, des artefacts, des petites anomalies, des bizarreries dans les lois de la physique qui ne devraient tout simplement pas être là. Et justement, les scientifiques ont trouvé quelques trucs bizarres. D'abord, il y a le muon. C'est une particule un peu comme un électron, mais en plus lourd. Et son comportement dans un champ magnétique n'est pas exactement celui que nos meilleures théories prédisent. C'est un tout petit écart, mais il est là. Ensuite, il y a la constante de structure fine, un nombre super important en physique. Eh bien, sa valeur semble changer un chouïa selon la façon dont on la mesure. L'idée de certains physiciens, c'est que ces petites incohérences pourraient être des signes que la simulation tourne sur un code qui n'est pas encore parfaitement optimisé. Mais les tests les plus sérieux, les plus contraignants, viennent d'un tout autre domaine. L'étude des particules les plus énergétiques qu'on connaisse dans l'univers, les rayons cosmiques. Alors il faut savoir qu'il y a une sorte de limite de vitesse théorique dans l'univers pour les particules qui voyagent sur de très longues distances. Ça s'appelle la coupure GKZ. En gros, un proton qui a trop d'énergie devrait normalement interagir avec le fond diffus cosmologique, c'est la lumière résiduelle du Big Bang, et ça devrait le ralentir. C'est ce que la théorie prédit, et c'est ce qu'on observe. Et c'est là que ça devient crucial. La question est, qu'est-ce qui cause cette coupure ?
Est-ce que c'est bien l'interaction avec le rayonnement du Big Bang, comme le dit la théorie standard? Ou alors, est-ce que c'est une limite fondamentale imposée par la grille de la simulation elle-même? La grille agirait comme la résolution maximale de l'univers, un peu comme un processeur qui ne peut tout simplement pas calculer des énergies plus élevées. En analysant le spectre de ces rayons cosmiques, on peut donc mettre une limite sur la taille de ces fameux pixels de l'univers. Et cette limite est juste ahurissante. Elle correspond à une énergie de 10 puissance 11 gigaélectronvolts. En clair, si notre univers est pixelisé, sa résolution est absolument phénoménale. Et c'est ici qu'on arrive à une prédiction qu'on peut tester, une vraie signature potentielle. Si c'est bien la grille de la simulation qui impose cette limite d'énergie, alors il aurait une conséquence visible. Les rayons cosmiques les plus puissants ne devraient pas arriver de partout dans le ciel de façon aléatoire. Non, ils devraient préférer certaines directions qui seraient alignées avec les axes de cette grille de simulation. On observerait une sorte de motif un peu cubique dans leur distribution dans le ciel. Ça, ce serait la preuve irréfutable, le smoking gun. Alors, bilan des courses. La philosophie nous a donné le cadre de pensée et la physique les outils pour vérifier. Qu'est-ce qu'on a trouvé concrètement? Ce tableau, il résume assez bien la situation. Les petites anomalies, comme celle du muon, elles donnent des indices, mais les contraintes qu'elles imposent sont assez faibles. Le test le plus puissant, et de loin, c'est celui des rayons cosmiques. Non seulement il fixe la limite la plus stricte sur la taille des pixels de notre réalité, mais en plus, il prédit cet effet très spécifique et observable, ce fameux motif dans le ciel. Bon, soyons clairs. Pour l'instant, les données ne montrent absolument pas ce motif cubique. Il n'y a donc aucune preuve qu'on vit dans une simulation. Mais ce qui est vraiment important, c'est que la discussion a complètement changé de nature. On n'est plus dans la pure spéculation philosophique. C'est devenu un vrai domaine de recherche où des expériments et des observations peuvent, un jour, nous donner une réponse définitive. Et ça nous laisse avec cette question finale un peu vertigineuse. La recherche de la plus petite brique de l'espace-temps, ça a toujours été la quête du Graal en physique. Mais si cette quête nous mène à une grille, à une structure discrète, alors qu'est-ce qu'on aura trouvé? La nature fondamentale de la réalité ou juste le code source et les limites du processeur qui nous fait tourner? La réponse, quelle qu'elle soit, changerait absolument toute notre perception du monde.